C'est comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de m'effacer, comme si la simulation voulait se débarrasser de moi. Cela remonte à environ 1 an et jusqu'à aujourd'hui je n'ai jamais rencontré personne qui ait vécu quelque chose de similaire. J'étais sur le lit avec mon copain, c'était en plein midi, la télévision allumée, et je lui faisais simplement les ongles en les limant et en nettoyant un peu dessous. Nous n'étions pas fatigués, pas alcoolisés, rien de particulier, nous étions juste tranquilles dans la chambre. Puis, sans prévenir, tout est devenu noir. Je n'entendais plus la télévision, je ne l'entendais plus lui non plus, et même ma respiration avait disparu. Je me suis retrouvé dans un espace immense et silencieux, comme dans l'univers, entouré de points lumineux qui ressemblaient à des étoiles. Je n'avais plus de corps, quand je regardais vers moi il n'y avait rien d'autre que ce noir infini et ces petites lumières. Ce qui m'a le plus marqué c'est le calme absolu, une paix profonde que je n'avais jamais ressentie auparavant. J'avais l'impression d'y rester des années, comme si le temps n'existait plus, alors qu'en réalité il ne s'était pas écoulé une seconde. Puis je suis revenu d'un coup, je me suis tourné vers lui et il me fixait, un peu choqué. La première chose qu'il m'a dite, c'est de me demander si ça m'était arrivé aussi. Quand il m'a décrit ce qu'il avait vu, ses paroles correspondaient exactement à ce que j'avais vécu. Il avait lui aussi été plongé dans ce noir constellé de lumière, sans corps, avec ce même sentiment de sérénité absolue. Je ne sais pas ce qui nous est arrivé, si c'était une sorte de mort temporaire ou une expérience que je n'arrive pas à nommer, mais c'était si intense et si beau que depuis je garde en moi ce désir d'y retourner. C'était comme toucher un endroit où plus rien ne pèse, où il n'y a plus d'inquiétude ni de douleur, seulement une paix parfaite. Lorsque j'étais enfant, mes parents fumaient des cigarettes. Un jour, je me trouvais dans la salle à manger, d'où je pouvais voir ma mère dans la cuisine, en train de laver la vaisselle à la main. La configuration de la pièce faisait qu'elle se tenait contre le mur opposé à l'encadrement de la porte, le dos entièrement tourné vers moi. Toute la famille était absente ce jour-là, il n'y avait qu'elle et moi. Sur la table de la salle à manger se trouvait un briquet jetable BIC décoré d'un papillon. Je le fixais du regard, posé de côté. Soudain, le briquet disparut instantanément sous mes yeux. C'était comme regarder un vieux film auquel on aurait retiré quelques images avant de les recoller ensemble. La disparition fut fulgurante. Je levai les yeux, ma mère était toujours au même endroit, dos tourné, occupée à laver la vaisselle. Même avec des gestes rapides, il lui aurait été impossible de prendre le briquet sans que je remarque son mouvement ou son éventuel aller-retour entre la cuisine et la salle à manger. Elle n'avait rien dit non plus, alors qu'elle m'aurait sûrement rappelé de ne pas jouer avec un briquet. Plus de 40 ans plus tard, je ne comprends toujours pas ce qui s'est produit ce jour-là. Un autre phénomène inexpliqué eut lieu bien des années plus tard, lorsque je vivais dans mon appartement. En entrant dans la cuisine, je découvris toutes les surfaces recouvertes d'une fine pellicule de poudre. Cela ressemblait à du talc, mais la texture paraissait encore plus délicate. La couche était parfaitement uniforme, comme si elle avait été déposée intentionnellement. Pourtant, il n'y avait aucun talc dans la maison. Ce soir-là, nous étions simplement assis sur le canapé, en train de regarder MasterChef, comme d'habitude. Elle avait pris son traitement et je savais qu'elle n'allait pas tarder à aller se coucher. Une fois l'épisode terminé, elle a fait sa tournée habituelle dans la maison pour vérifier que tout était bien fermé et verrouillé. C'est un rituel qu'elle ne peut pas éviter, elle doit s'assurer que les portes sont verrouillées, que les fenêtres sont bien fermées, bref, que rien n'est resté ouvert. Ensuite, je l'ai suivie jusqu'à la chambre pour m'allonger un peu avec elle, le temps qu'elle s'endorme. Cela n'a pas pris plus d'une quinzaine de secondes. Nous venions à peine de nous installer dans le lit quand un bruit s'est fait entendre, d'une clarté absolue. Un bruit sec, résonnant, qui venait de la cuisine. C'était fort, tellement fort que je l'entendais parfaitement alors que la porte de la chambre était fermée. On aurait dit des pas lourds, comme si quelque chose, ou quelqu'un, se déplaçait dans la pièce avec un vrai poids, une vraie présence. Pris d'un élan de panique, j'ai verrouillé la porte de la chambre. Elle, de son côté,
a aussitôt attrapé son téléphone et appelé une amie, peut-être pour se rassurer ou simplement pour ne pas rester silencieuse face à ce qui se passait. Pendant 2 à 3 minutes, nous avons entendu ce bruit, ces pas qui semblaient explorer la maison, sans la moindre hésitation. Puis, d'un coup, tout s'est arrêté. L'air était devenu étrange, et chaque seconde paraissait durer une éternité. Finalement, en rassemblant mon courage, j'ai entrouvert la porte et je suis sorti dans le couloir. J'ai parcouru chaque pièce, vérifié chaque recoin, le cœur battant. La maison était vide. Personne. La porte d'entrée était toujours verrouillée, toutes les fenêtres parfaitement fermées. Il y a environ 3 ans, je faisais une randonnée dans un haro, à Zion. Il s'agit d'un long sentier aller-retour, à moins d'aller très loin, qui traverse un canyon étroit où coule une rivière. Il n'existe aucun chemin secondaire et, comme le lit de la rivière est encombré de rochers, les randonneurs progressent lentement, devant faire attention à chacun de leurs pas. Avant d'entrer dans le canyon, on marche environ une trentaine de mètres le long de la rivière, sur un sentier pavé. C'est également par là que l'on ressort. Il y a quelques marches et une petite plage, où les visiteurs s'arrêtent parfois pour changer de chaussures. En approchant de la rivière, j'ai remarqué un homme portant un t-shirt avec le coq du film Moana. Je me suis dit que j'avais vu ce même motif récemment à Disneyland. Il marchait aux côtés de 2 femmes corpulentes en tenue de sport, toutes deux trempées, manifestement à la sortie de leur randonnée. Cela me rassura, je m'étais inquiété de la difficulté du sentier, mais en voyant qu'elles avaient réussi, je me dis que j'en étais tout aussi capable. Nous nous sommes croisés, eux sortant du canyon et moi m'y engageant. Quelques minutes plus tard, j'entrais dans l'eau et commençais à remonter la rivière. J'y étais depuis 5 minutes environ lorsque je croisais de nouveau le même homme et les 2 mêmes femmes. Ils étaient en train de terminer leur marche et se dirigeaient vers la plage et les escaliers. Pris de stupeur, je constatais que c'étaient exactement les mêmes personnes que j'avais croisées quelques instants auparavant. Leur apparition si rapide me semblait impossible. Étonné, je fis remarquer que je les avais déjà vus 10 minutes plus tôt et que le t-shirt m'avait frappé puisque je l'avais aperçu la semaine précédente à Disneyland. Mais les 3 continuèrent leur chemin, sans me répondre ni même tourner la tête, comme si je n'existais pas. La semaine dernière, je rentrais simplement chez moi. C'était une journée comme les autres, sans rien de particulier à signaler. Je marchais d'un pas tranquille, plongé dans mes pensées, quand je suis passé devant un vieil homme. Il était arrêté sur le trottoir, occupé à jeter des miettes de pain à un groupe de pigeons rassemblés autour de lui. Rien d'inhabituel en soi, une scène banale qu'on croise parfois en ville. Je continue ma route, je tourne au coin de la rue et j'arrive sur le bloc suivant. Et là, je m'arrête net. Le même vieil homme est là, devant moi. Exactement le même. Le même manteau usé, la même silhouette légèrement voûtée, les mêmes gestes précis de la main jetant les miettes. Et autour de lui, encore les mêmes pigeons, regroupés comme une copie parfaite de ce que je venais de voir quelques secondes plus tôt. Je suis resté figé sur place, incapable d'avancer. Mon cerveau refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient. J'ai même regardé derrière moi un instant, persuadé que je m'étais trompé, que peut-être le premier vieil homme avait pris un raccourci et que je ne l'avais pas vu passer. Mais non, c'était impossible, il n'y avait aucune explication logique qui tenait debout. J'avais environ 16 ou 17 ans lorsque cet événement étrange se produisit. Je me trouvais assis à la table de la salle à manger. Mon père était à côté de moi, en train de couper une saucisse. Je l'observais lorsqu'un mouvement soudain se produisit, quelque chose de noir traversa la table à une vitesse fulgurante, heurta sa main et dévia le grand couteau qu'il tenait. La lame trancha la saucisse de travers, qui tomba au sol. Je sursautai sur ma chaise. En un clignement d'œil, tout changea. La saucisse n'était plus au sol. Le couteau se trouvait toujours dans la main de mon père, dans la bonne position, comme si rien ne s'était produit. Il me fixait avec stupeur, comme s'il venait de voir un fantôme. Je le regardais à mon tour,
tentant de me convaincre que mon esprit me jouait des tours. Pourtant, il rompit le silence en me demandant pourquoi j'avais sursauté. Il semblait aussi choqué que moi, mais il parvenait mieux à le cacher. Lorsque je lui répondis que j'avais cru voir quelque chose, il avoua qu'il avait vu la même scène, la saucisse tombée, le couteau dévié, tout cela aussi clairement que moi. Ma belle-mère, qui nous tournait le dos en lavant la vaisselle, se retourna alors, intriguée par notre agitation. Elle n'avait rien vu, rien entendu. Pourtant, mon père et moi étions certains de ce que nous avions vécu. Nous avions entendu l'impact sur la table, vu le couteau tranché de travers et la saucisse roulée au sol. Puis, en un instant, tout avait disparu comme si cela n'avait jamais existé. La seule preuve de cet instant étrange restait mon sursaut sur ma chaise. Je suis quelqu'un de très tourné vers la réflexion intérieure. J'analyse sans cesse pourquoi je pense, comment je pense, à quel moment je pense, et surtout, je passe énormément de temps à lancer dans ma tête des sortes de simulations, des conversations fictives ou des scénarios inventés. Elles ne sont pas extrêmement réalistes, mais elles le sont suffisamment pour me garder concentré. L'autre jour, j'étais assis côté passager dans la voiture de ma mère pendant qu'elle nous ramenait à la maison. À un moment, on a parlé de Bagel, un sujet totalement banal, et on en a rigolé tous les deux. C'était une conversation de voiture normale, sans importance. Puis le sujet s'est éteint, comme souvent, et moi je me suis refermé dans mon esprit. Là, je me suis mis à imaginer une conversation avec elle. Ça partait sur les chaussures, puis ça dérivait sur les jambes et sur la question de savoir si elles représentaient ou non la meilleure forme d'évolution pour se déplacer. Un sujet stupide, vraiment, mais typiquement le genre de choses que mon esprit invente quand il s'évade. Je savais parfaitement que je n'étais pas en train de parler à voix haute. Comme tout le monde, je fais bien la différence entre ce qui sort de ma bouche et ce qui se joue uniquement dans ma tête. Pendant que j'élaborais cette conversation imaginaire, j'étais d'ailleurs en train de regarder mon téléphone, à vérifier mes mails. Je n'avais aucune connexion réelle avec elle, je n'étais pas du tout concentré sur sa présence. On arrive à la maison, je sors de la voiture, je ferme la portière. Et c'est là qu'elle me lance, sans prévenir. Je suis contente qu'on ait des voitures et qu'on n'ait pas besoin de marcher partout. Je reste figé, et je lui réponds. C'est drôle, j'étais justement en train de penser à ça. Elle hausse les épaules et dit, ben oui, ce serait difficile de ne pas y penser. Alors je lui demande, qu'est-ce que tu veux dire? Et là, comme si elle avait directement pioché dans la conversation que j'avais inventée dans ma tête, elle me dit, tu ne réfléchis jamais au sujet dont tu parles? Je l'ai regardée, complètement déstabilisé, comme si la réalité venait de se tordre. Mon cœur s'est serré, je ne savais plus où me placer. Pendant plusieurs minutes, je suis resté immobile dans le garage, incapable de comprendre. Elle, de son côté, est rentrée tranquillement après m'avoir lancé en riant que j'étais un peu flippant. Depuis, je n'arrête pas d'y repenser. J'ai encore des frissons rien qu'en écrivant ces lignes. J'ai même essayé de lui en reparler le lendemain. Je lui ai demandé ce qu'elle avait voulu dire, pourquoi elle avait sorti ça. Elle m'a simplement répondu qu'elle n'en savait rien, mais qu'elle se souvenait que j'avais trouvé les jambes intrigantes. Et là, je me suis retrouvé coincé entre deux impressions. Soit j'avais parlé à voix haute sans m'en rendre compte, ce qui me paraît impossible, soit il s'était passé quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Je ne sais pas si c'est normal, si c'est un phénomène connu, ou si c'était juste une étrange coïncidence. Ce souvenir me trouble depuis des décennies. À l'adolescence, je m'étais cassé la jambe et je portais un plâtre qui allait des orteils jusqu'à la cuisse. Je venais de me mettre au lit. Le soleil se couchait encore et il restait un peu de clarté dans la chambre. C'est alors que je ressentis le besoin d'aller aux toilettes, ce qui m'agaçait car me déplacer avec ce plâtre était particulièrement compliqué. Je me levai donc, fis ce que j'avais à faire, puis, en revenant dans ma chambre, je trébuchai sur quelque chose. En chutant, j'eus la sensation que tout se ralentissait. Mes bras étaient coincés dans mes béquilles, je ne pouvais rien faire pour amortir ma chute. Mon front fonçait droit vers l'angle du bureau en formica,
dense et tranchant. Je savais que je tombais avec force et vitesse. Mon corps ne répondait pas, et tout ce que je pouvais faire était de constater la trajectoire. J'avais la certitude que le choc allait être violent et qu'il pourrait me laisser inconscient. Si cela arrivait, je n'aurais probablement pas été retrouvé avant le matin. J'avais pleinement conscience de tout cela, et je me préparais mentalement à l'impact en me disant que cela allait être grave. Pourtant, juste avant, ou au moment même, où mon front aurait dû heurter l'angle du bureau, une vive lumière bleue m'enveloppa. L'instant suivant, je me retrouvais allongé dans mon lit, sous les couvertures, la jambe reposant sur les oreillers que j'utilisais toujours pour la surélever. Je n'avais aucune blessure. Je n'avais pas rêvé, je ne venais pas de me réveiller. J'étais parfaitement lucide, sans la moindre torpeur. L'expérience m'avait désorienté, me plongeant dans une profonde confusion. Pourtant, malgré l'incompréhension totale, une étrange paix m'envahit. Il me fut difficile de trouver le sommeil après cela, tant je cherchais à comprendre ce qui venait de se produire. Mais ce sentiment de sérénité resta gravé en moi, tout comme cette question qui ne m'a jamais quitté, que s'était-il réellement passé cette nuit-là ? Il y a environ 1 heure, je m'étais réveillé pour aller aux toilettes. Comme je n'arrivais pas à me rendormir, je me suis dit que j'allais rester un peu sur mon téléphone, chercher quelque chose à regarder qui pourrait m'aider à trouver le sommeil. Tout était parfaitement normal, silencieux, quand soudain, sans aucun signe avant-coureur, ma chambre s'est illuminée d'une lumière blanche éclatante, presque aveuglante. Elle provenait du côté de ma porte, comme si quelqu'un avait dirigé le flash puissant d'un téléphone ou d'une lampe directement dans ma chambre. Et aussitôt, la lumière a disparu. Ça n'a duré qu'1 millième de seconde. Si j'avais cligné des yeux à ce moment-là, je ne l'aurais même pas vu. Je précise que je n'étais pas fatigué au point de confondre mes perceptions. J'étais pleinement éveillé, lucide, parfaitement conscient de ce qui se passait. Et surtout, ma chambre n'a aucune ouverture qui pourrait laisser passer une lumière extérieure. Il n'y a pas de fenêtres orientées vers une rue, aucun lampadaire visible, et il était impossible que ce soit un éclair de l'extérieur. La première chose que j'ai faite a été d'envoyer un message aux autres membres de la maison pour savoir si quelqu'un s'était levé ou avait approché ma chambre. 3 d'entre eux dormaient profondément, et ma mère m'a confirmé qu'elle n'était pas descendue. Personne n'était passé. Je n'ai trouvé aucune explication rationnelle. En 5 ans passés dans cette chambre, je n'ai jamais vu un phénomène semblable. Rien, pas une seule fois. Cette lumière sortie de nulle part, fulgurante et pourtant bien réelle, m'a laissé une sensation étrange, presque oppressante. J'ai eu beau réfléchir, je n'arrive pas à déterminer ce qui a bien pu la provoquer. C'est une histoire dont ma mère et moi parlons sans cesse, tant elle nous a marqués par son étrangeté. Elle s'est produite il y a environ 5 ans, lorsque nous avons décidé de partir en randonnée. Ma mère expliquait que mon père Y avait emmené autrefois, avant la naissance de mon frère, et qu'elle souhaitait refaire ce sentier court et agréable. Pourtant, en observant autour d'elle, elle commença à douter de sa mémoire, car le paysage lui semblait bien plus rocheux que dans ses souvenirs. Nous venions à peine de commencer le parcours lorsqu'un couple passa à côté de nous. Nous échangions quelques mots avec eux lorsque le genou de ma mère se mit à la faire souffrir. Je ralentis pour vérifier comment elle allait, et en levant à nouveau les yeux, je constatai que le couple avait disparu. Moins de 10 secondes s'étaient écoulées, et ils n'étaient déjà plus là. Nous pensions les revoir plus tard sur le chemin, puisque le sentier oblige à escalader plusieurs fois de gros rochers. Mais aucune trace d'eux. Plus tard, à mi-parcours, nous les aperçûmes de nouveau. Nous nous arrêtâmes pour déjeuner et admirer la vue. Quand il fut temps de repartir, le couple marchait devant nous. C'est à ce moment que le genou de ma mère recommença à la faire souffrir. En l'aidant, je détournai un instant mon attention, et le couple s'était à nouveau volatilisé. Nous ne les avons jamais revus par la suite. Leur apparition et disparition inexpliquées tout au long de cette randonnée restent, pour nous deux, un mystère absolu. Hier soir, je suis allé chercher mon fils chez un ami.
J'attendais tranquillement dans la voiture, garée devant la maison, quand mon regard a été attiré par un vol d'oies. Elle traversait le ciel en formation en V, avançant avec cette régularité presque parfaite que ces oiseaux ont quand ils migrent. Elles passaient justement au-dessus de la route, et je les ai suivies du regard quelques secondes. À ce moment-là, mon fils est monté dans la voiture. Naturellement, j'ai détourné mon attention pour lui parler, lui demander s'il avait passé une bonne soirée. La conversation a duré à peine quelques secondes, pas plus de 10. Quand j'ai relevé les yeux pour démarrer et reprendre la route, j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Les oies traversaient de nouveau la route. La même scène, la même formation, le même passage au-dessus de moi, comme si le temps s'était remis à zéro. Surpris, j'ai cherché dans le ciel une autre troupe d'oies, pensant que deux groupes s'étaient croisés, mais il n'y avait rien d'autre. Juste ce vol-là, identique à celui que j'avais déjà vu. Je suis resté perplexe, incapable d'expliquer comment, en l'espace de quelques secondes, le spectacle s'était répété comme une copie exacte. Ce n'était pas une illusion d'optique, ce n'était pas une confusion. C'était comme si la scène avait redémarré au point de départ, comme si la réalité elle-même avait réinitialisé son mouvement. Il y a plusieurs années, j'ai eu ce qui ressemblait à une étrange visitation après avoir accompagné mon enfant à la maison, à la sortie de son travail dans un fast-food. Pour situer le contexte, je vis en périphérie d'une ville de l'intérieur de la Colombie-Britannique. Il faisait nuit durant le trajet, et il faisait également sombre en arrivant à la maison. Pourtant, un doute persiste aujourd'hui, si l'obscurité était complète, comment ai-je pu distinguer ce que j'ai vu sur la banquette arrière ? Après avoir garé la voiture, j'ai probablement retiré les clés du contact et j'ai cherché mon sac à main qui se trouvait, je crois, quelque part sur le plancher côté passager. En me redressant, mon regard s'est porté sur le rétroviseur intérieur. À ma totale stupeur, un homme se trouvait assis au milieu de la banquette arrière. Je me souviens de ses cheveux blonds, raides, et d'un oreiller dans des tons roses ou saumonés. Je ne sais pas s'il souriait, mais son visage dégageait une impression de contentement. Avec le recul, je me demande si c'était comme regarder une photo, une image figée plutôt qu'une présence vivante consciente de moi. La vision m'a tellement effrayé que je suis restée silencieuse. Je n'ai pas voulu alerter mon enfant. Je n'ai pas regardé une seconde fois, je suis simplement sorti de la voiture et rentré dans la maison. Je savais pertinemment qu'aucun homme ne pouvait réellement être assis à l'arrière, mais la peur de troubler la quiétude de mon enfant m'avait poussé à me taire. Nous avions acheté ce véhicule d'occasion et l'avions utilisé plusieurs années sans jamais connaître d'accident. Rien de semblable ne s'est jamais reproduit par la suite. Cet épisode reste profondément étrange. Je n'ai pas reconnu l'homme ce soir-là, et je ne saurais pas l'identifier aujourd'hui. Pourtant, je me demande toujours qui il était et pourquoi son image est apparue dans ma voiture, cette nuit sombre. Aujourd'hui, j'étais chez mes grands-parents pour le week-end de la fête du travail, avec mon fiancé, ma sœur et sa copine. Le soir venu, sur le chemin du retour, nous étions déjà à mi-parcours quand mon regard s'est perdu par la fenêtre de la voiture. Nous passions devant une église, et là, j'ai remarqué un groupe d'une vingtaine de personnes rassemblées sur le parking. Rien d'extraordinaire en soi, mais en observant un peu plus attentivement, quelque chose m'a glacé. Parmi elles, une jeune femme semblait en plein mouvement, comme si elle était en train de marcher, le corps légèrement incliné, la jambe avancée, exactement comme l'emoji piéton. Sauf qu'elle ne bougeait pas d'un millimètre. Elle restait figée. Son jupe ondulait légèrement sous le vent, preuve que le temps avançait bel et bien autour d'elle, mais elle était comme suspendue. Intrigué, j'ai balayé du regard le reste du groupe et j'ai compris que ce n'était pas seulement elle. Toutes les personnes présentes étaient immobiles, parfaitement figées, comme si quelqu'un avait stoppé la scène entière. Un homme avait la bouche ouverte, la main levée en plein geste, et pourtant pas la moindre variation, pas un souffle, pas un tressaillement. Pris de panique et d'incrédulité, j'ai commencé à pointer du doigt, alertant tout le monde dans la voiture. Mon fiancé et ma sœur se sont tournés, et aussitôt, les réactions ont fusé. Quoi ? Mais c'est quoi ça ?
Nous nous sommes retournés pour vérifier une dernière fois alors que la voiture avançait, et la scène n'avait pas bougé d'un pouce. Les 20 personnes étaient toujours là, rigides, figées dans le temps, y compris la fille qui semblait marcher et l'homme en plein geste. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause d'un film ou d'un jeu vidéo, laissant tout en suspens. La vision n'a duré que quelques instants, mais elle a laissé en moi une impression si étrange que j'ai encore du mal à la digérer. C'est l'événement le plus étrange qui me soit arrivé. Il y a environ 16 ou 17 ans, nous avions acheté un bureau avec un grand tiroir. C'était la fierté de mon épouse. Un an plus tard, notre logement fut cambriolé et le voleur passa par la fenêtre en atterrissant sur le bureau. Cela laissa des marques, tant sur la surface du meuble que sur la façade du tiroir. Nous avons ensuite déménagé, changé de ville, et le bureau fut entreposé pendant 3 ou 4 ans. Lorsque nous l'avons sorti du garde-meuble, le tiroir avait disparu. C'était il y a environ 12 ans. Depuis, je n'ai cessé d'entendre des reproches au sujet de ce tiroir manquant. On me répétait que c'était forcément moi qui l'avais perdu, que c'était regrettable, et la remarque revenait sans cesse au fil des années. Le week-end dernier, nous sommes retournés pour quelques jours de vacances dans la ville où nous avions vécu autrefois. Alors que nous marchions dans une rue à quelques pâtés de maisons de notre ancien logement, le sujet du tiroir refit surface, comme tant de fois auparavant. J'étais lassé de cette rengaine et souhaitais simplement qu'on laisse tomber. Pourtant, à peine une minute plus tard, nous avons aperçu un tiroir noir appuyé contre le mur d'un immeuble. En Allemagne, il est courant que les habitants laissent leurs vieux meubles ainsi dans la rue pour que d'autres puissent les récupérer. En nous approchant, nous avons constaté avec stupéfaction que ce tiroir portait exactement les mêmes marques de rayures que le nôtre. C'était impossible, et pourtant bien réel. Nous étions abasourdis. Nous avons ramené le tiroir et, à notre grande surprise, il s'est parfaitement emboîté dans notre bureau. 12 ans après sa disparition, le tiroir de notre bureau réapparut, à seulement quelques rues de notre ancien domicile. Les probabilités qu'il ait été conservé tout ce temps avant d'être jeté précisément le soir où nous passions par là défiaient toute logique. Nous n'avons aucune idée du comment ni du pourquoi de cette étrange coïncidence. Tout ce que nous savons, c'est que, contre toute attente, nous avons été réunis avec ce tiroir disparu depuis si longtemps. L'autre jour, mon fils a renversé quelque chose dans l'escalier. La tâche était flagrante, impossible de la manquer, à tel point que je devais l'éviter en montant. Naturellement, je lui ai demandé de nettoyer. Plus tard, je l'ai vu passer avec une lingette humide, se dirigeant justement vers les marches. Alors j'ai supposé qu'il avait fait ce que je lui avais demandé. Et effectivement, le reste de la journée, en montant et descendant les escaliers au moins 10 fois, je n'ai plus rien remarqué. La tâche semblait avoir disparu. Le lendemain, je monte de nouveau les escaliers en tenant mon chien dans les bras. Comme souvent, je lui parle doucement, je lui dis qu'il est adorable, qu'il est unique, que peut-être nous nous sommes déjà connus dans une vie antérieure. Et à l'instant précis où je prononce ces mots, la tâche réapparaît sous mes yeux. Exactement la même, au même endroit, comme si elle avait attendu ce moment pour se manifester. Je continue ma montée, agacé, et je rappelle fermement à mon fils qu'il devait nettoyer cette tâche, qu'il avait oubliée la veille. Il proteste aussitôt, il jure qu'il l'a déjà fait. Convaincu qu'il ment, je redescends pour lui montrer la preuve sous ses yeux. Mais en retournant dans l'escalier, la tâche n'est plus là. Elle avait de nouveau disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Tout cela a duré à peine 10 secondes. Mon fils n'était pas monté, il n'avait aucun moyen de nettoyer dans cet intervalle. Pourtant, la trace avait bel et bien été là, puis plus rien. C'est l'événement le plus inexplicable qui me soit arrivé, et j'y pense encore souvent. Nous n'étions sous l'influence d'aucune substance. Cela s'est produit lorsque j'avais environ 16 ans, il y a 10 ans. Je vivais dans une petite ville désertique perdue au milieu de nulle part. Tout le monde se connaissait et la communauté était très soudée. Ma meilleure amie, que j'appellerais T, était très proche de ma mère,
car elle passait énormément de temps chez nous. Elle était presque comme une sœur. Cette nuit-là, elle se trouvait à la maison avec nous, tout comme une autre amie proche, qui était également ma voisine à l'époque. Je l'appellerai S. T'es passé la nuit à la maison et regardé un film dans le salon avec ma mère. De mon côté, j'étais sorti dans le jardin avec S, et nous discutions simplement, comme le font les adolescents. Nous y étions depuis une quinzaine de minutes lorsqu'S décida de rentrer chez elle, car il commençait à se faire tard. Sa maison se trouvait juste à côté. Je suis donc rentré chez moi et j'ai annoncé à ma mère et à T que j'étais fatigué et que j'allais dormir. Puis je suis allé me coucher et je me suis réveillé le lendemain matin. En entrant dans le salon, j'ai trouvé ma mère et T qui semblaient troublées. Elles m'ont aussitôt interrogé, persuadées que je n'avais pas passé la nuit dans la maison. Elles m'ont expliqué avoir secoué les couvertures, fouillé partout à ma recherche, être sorti pour voir si j'étais dehors avec S, et même avoir pris la voiture pour parcourir le quartier en criant nos prénoms. D'après elles, nous étions introuvables. Elles étaient convaincues que j'avais profité de l'occasion pour m'éclipser, comme le font parfois les adolescents. Pourtant, je n'avais jamais eu besoin de faire ce genre de choses. Ma mère me laissait une grande liberté, je pouvais sortir si je le souhaitais. Je n'avais donc aucune raison de partir en cachette. S, de son côté, confirma que de son côté elle était rentrée directement chez elle, et que j'avais fait de même. Rien ne permettait d'expliquer cette disparition apparente. Je ne sais toujours pas ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, mais c'est sans aucun doute l'expérience la plus étrange que j'ai vécue. Il y a environ 6 mois, j'étais avec mes amis et nous avions décidé de manger des pizzas pour le dîner. Rien de compliqué, nous sommes allés dans notre supermarché habituel pour acheter des pizzas surgelées à petit prix, celles qu'on passe simplement au four. Nous en avons acheté exactement 4, pas une de plus. Arrivés chez moi, nous avons allumé le four. Comme il n'y avait de la place que pour 2 pizzas à la fois, nous avons commencé par faire cuire les 2 premières. Nous les avons mangées, puis nous avons enfourné les 2 restantes, et nous les avons mangées à leur tour. Jusqu'ici, tout était parfaitement normal. Mais ensuite, un détail étrange a tout bouleversé. Le four était encore allumé, et l'un de nous s'est levé pour l'éteindre. Il s'est approché, a ouvert la porte, et là, à notre stupeur, une pizza était posée à l'intérieur. Une 5e pizza. Nous nous sommes tous figés, interdits, les yeux rivés sur cette apparition. Nous savions parfaitement que nous n'avions acheté que 4 pizzas, et nous les avions toutes mangées. Il n'y avait aucun doute possible. Pourtant, devant nous, il y avait bien une autre pizza, identique à l'une de celles que nous avions déjà mangées plus tôt dans la soirée. Après un moment d'hésitation, nous l'avons cuisinée et goûtée. Elle avait le même goût que les autres, rien d'étrange dans sa saveur ou sa texture. Tout semblait normal, sauf le fait qu'elle n'aurait jamais dû exister. Encore aujourd'hui, nous n'avons aucune explication. Nous en avons parlé des dizaines de fois, chacun ressassant ses souvenirs pour voir si quelqu'un aurait mal compté, mal regardé, ou oublié une pizza dans un coin. Mais non, nous étions tous d'accord. Nous en avions acheté 4. Nous en avions mangé 4. Et pourtant, une 5e est apparue comme par magie. Je voudrais commencer par dire que cet incident continue de me laisser perplexe. Il s'est produit il y a 2 nuits et je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. C'est la première fois que je vis moi-même ce genre de phénomène étrange, d'ordinaire je ne fais qu'écouter les histoires des autres. 2 nuits auparavant, je passais la soirée avec mes colocataires et leurs petits amis. Lorsque nous avons décidé d'aller nous coucher, je suis allé dans ma chambre. J'ai fermé la porte, car ma chambre est juste à côté du salon, puis je me suis dirigé vers le bout de mon lit, là où je laisse toujours mon pyjama. Mon chiot aime s'y installer, cela la rassure. C'est alors que j'ai remarqué que seuls mes shorts étaient là, soigneusement pliés. Le haut, en revanche, avait disparu. J'ai tout de suite pensé que mon chiot avait pu l'emporter, puisqu'elle a une véritable obsession pour les chaussettes et les sous-vêtements qu'elle dérobe souvent dans le panier à linge. Pourtant,
Une demi-heure plus tôt, j'étais passé devant mon lit pour aller dans ma salle de bain personnelle, et je me souvenais parfaitement avoir vu le haut plié sur la couverture. Ma chienne n'était pas rentrée dans la chambre entre ce moment-là et celui où je constatais sa disparition. Rien n'expliquait donc son absence. J'ai commencé à chercher sous le lit, derrière mes meubles, dans le placard et dans le panier à linge, en me demandant si je ne l'avais pas mis par distraction. J'ai même retiré les couvertures et les oreillers de mon lit, au cas où il se serait glissé en dessous. Rien. Finalement, je suis allé dans mon placard pour prendre un autre eau afin de dormir. Mais en sortant du placard, je me suis figé net. Le haut disparu reposait à nouveau au bout de mon lit, comme s'il n'avait jamais bougé. Mon cœur s'est mis à battre plus vite et une étrange nervosité m'a envahi. Il n'y avait eu qu'une quinzaine de secondes entre le moment où j'étais entré dans le placard et celui où j'en étais sorti. Rien ne pouvait expliquer que le vêtement n'y soit pas une seconde, puis réapparaisse l'instant d'après. Mon chiot, de son côté, n'était même pas dans la pièce. Elle se trouvait encore dans le salon avec les petits amis de mes colocataires. Je n'ai trouvé aucune explication rationnelle à ce qui s'est produit. Heureusement, ce premier incident étrange n'a pas été dramatique et s'est révélé sans danger. Mais la question me hante encore, où diable mon haut avait-il bien pu disparaître ? Je suis malgré tout soulagé de l'avoir retrouvé, car c'est mon haut de nuit le plus confortable. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà remarqué ce petit bug ? C'est quelque chose qui m'arrive assez souvent. Quand je bouge la tête et que mon champ de vision change, il y a un phénomène étrange avec certains éléments qui sont censés se répéter. Pendant une fraction de seconde, au moment précis où mes yeux tombent dessus, ils ne se comportent pas comme ils devraient. Par exemple, au travail, il y a une machine qui affiche une lumière rouge clignotante pour signaler qu'elle a besoin d'attention. Normalement, le cycle est simple, une seconde allumée, une seconde éteinte, puis de nouveau une seconde allumée, et ainsi de suite. Mais parfois, quand mon regard se pose dessus pour la première fois, j'ai l'impression que la lumière reste fixe, comme si elle était allumée en continu. Ça dure peut-être une seconde et demie, ce qui donne l'impression d'un signal différent, comme si la machine indiquait une autre alerte. Puis soudain, elle reprend son rythme régulier, et je me dis, non, ce premier éclat a vraiment duré plus longtemps que les suivants. J'ai remarqué la même chose avec les antennes de radio qui clignotent dans la nuit, ou encore avec les horloges numériques qui ont ces deux petits points qui clignotent entre les heures et les minutes. Et même avec les horloges à aiguille, parfois, quand mon regard tombe par hasard sur la trotteuse, elle reste figée un instant, immobile plus longtemps qu'elle ne devrait, comme si elle hésitait avant de reprendre son saut régulier. Ce qui est encore plus troublant, c'est que ça ne marche jamais si je décide consciemment d'essayer de surprendre le phénomène. Si je me dis, ok, je vais tourner la tête rapidement et l'attraper sur le fait, ça ne fonctionne pas. C'est uniquement quand mon regard tombe dessus par hasard, sans intention, que ça se produit. On a presque l'impression de prendre la simulation de cours, comme si quelque chose ou quelqu'un réagissait au fait que je regarde et se dépêchait de remettre les choses en ordre. Une fraction de seconde trop tard. Je ne sais pas si l'on peut vraiment parler d'un bug de la réalité, mais mon mari et moi n'arrivons toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Nous vivons dans un appartement qui est encore nouveau pour nous. Hier soir, je faisais une lessive assez tard. J'avais lancé une autre tournée au sèche-linge juste avant d'aller me coucher. J'étais au lit depuis 15 à 20 minutes quand j'ai entendu un grand bang métallique, suivi de l'arrêt brutal du sèche-linge. Comme je venais à peine de le démarrer, il était impossible que le cycle soit terminé. Les vêtements de mon mari devaient absolument être secs pour le lendemain matin, alors je me suis levé pour voir ce qu'il se passait et relancer l'appareil. Mon chat, le seul animal en liberté la nuit, m'a suivi dans le couloir pour aller inspecter la scène avec moi. Lorsque je suis arrivé, la porte du sèche-linge était grande ouverte et tous les vêtements avaient été projetés sur le sol, éparpillés autour de l'appareil. C'est un sèche-linge à hublot, installé par défaut dans l'appartement. Depuis que nous habitons ici, soit environ 2 mois, il n'a jamais très bien fonctionné. Il faut plusieurs cycles pour que le linge soit sec et parfois il ne chauffe même pas. Mais jamais encore il ne s'était comporté de cette manière.
J'ai une certaine intuition pour détecter si un endroit est habité par autre chose, et cet appartement ne m'a jamais donné la moindre impression de ce genre. En revanche, nous avons des problèmes de cafards, et j'ai commencé à me demander s'il pouvait y avoir d'autres nuisibles. Une partie de moi a imaginé qu'un rat ait pu se retrouver coincé à l'intérieur et qu'il ait frappé la porte jusqu'à l'ouvrir. Est-ce seulement possible? Peut-on ouvrir un sèche-linge depuis l'intérieur? Je n'ai aucune envie de grimper dedans pour tester. Tout ce que je sais, c'est que je n'ai jamais vu un tel phénomène auparavant et que cela reste pour moi un mystère total. Pour être honnête, j'ai toujours été un peu sceptique vis-à-vis des histoires qu'on lit sur ce genre de forum, mais j'avoue que le concept de la matrice m'a toujours intrigué. Et pourtant, hier, il m'est arrivé quelque chose de suffisamment étrange pour que je n'arrête pas d'y repenser. Mon père a l'habitude d'acheter des paquets de gaufrettes, un ou deux à la fois, qu'il range ensuite dans le garde-manger. Hier, en allant voir ce qu'il restait, j'ai trouvé un paquet encore intact et un autre déjà entamé, à moitié vide. Je me suis dit que j'allais simplement finir celui qui était ouvert, histoire de ne pas gaspiller. Ce que j'ai fait sans y prêter plus d'attention. Un peu plus tard dans la journée, j'ai eu de nouveau envie d'un encas. Comme je n'avais pas envie de sortir faire des courses et qu'il n'y avait rien d'autre, je suis retourné fouiller dans le garde-manger pour prendre le paquet qui restait. Et là, j'ai eu un véritable moment de flottement. Devant moi, il y avait encore deux paquets, celui qui était censé être terminé et celui qui était intact. Comme si rien ne s'était passé, comme si j'avais rêvé avoir fini les gaufrettes. Mais ce n'était pas un souvenir flou, je me rappelais parfaitement les avoir mangés, le goût, le geste de jeter l'emballage vide. Et pourtant, le paquet était de retour, au même niveau de consommation que la première fois, à moitié rempli. Sur le moment, j'ai tenté de rester rationnel. Peut-être que mon père était passé entre-temps et avait racheté un paquet. Mais non, il n'était pas allé au magasin. Ma sœur n'était pas là non plus, donc ce n'était pas elle qui aurait pu remplacer quoi que ce soit. En vérité, rien ni personne ne pouvait justifier cette réapparition. J'essaie toujours de chercher une explication logique dans ce genre de situation, mais là, honnêtement, je n'en ai pas trouvé. J'étais persuadé qu'il y avait au départ un paquet plein et un paquet à moitié vide. J'ai mangé celui qui était entamé, je l'ai terminé, et il est pourtant réapparu comme si la scène avait été remise à zéro. C'était un vendredi ensoleillé. Nous étions sortis faire une promenade en milieu de journée dans le quartier. En quittant la maison, nous avons marché jusqu'à la rue et longé le trottoir où, d'habitude, les voisins déposent leurs poubelles. Cette fois, le bord était vide. Je l'avais remarqué car, la plupart des semaines, j'ai pour habitude de rentrer les bacs laissés dehors le matin. Mais là, quelqu'un les avait déjà rentrés. Je m'étais dit que je n'aurais pas ma petite satisfaction d'adulte responsable cette semaine. Au retour de la promenade, nous avons repassé le même trottoir. Je me souviens encore d'avoir noté ce moment, même si mon esprit vagabondait. Après 8 ans à suivre ce trajet, j'étais en pilote automatique. Pourtant, en passant à nouveau devant cet endroit, je suis soudain devenu très consciente de ce que je voyais. Personne n'a rien dit. Nous sommes rentrés. J'ai traîné un peu dans la maison, bu mon café au lait, puis je suis allé faire la vaisselle. L'évier est juste devant une fenêtre donnant sur la rue et le trottoir, ce qui rend cette corvée plus agréable. J'ai pris l'éponge, levé les yeux et j'ai vu les poubelles. Là, au bord du trottoir. Une sensation de malaise m'a envahi. Je me suis dit que j'avais sûrement mal observé tout à l'heure. Était-ce un signe que je perdais la tête? Ma colocataire est entrée dans la cuisine et je lui ai annoncé que j'allais sortir pour rentrer les bacs. Elle a répondu qu'ils étaient déjà à l'intérieur. Je l'ai invitée à aller vérifier. Elle l'a fait, et nous avons toutes les deux paniqué. Elle a juré qu'elle aussi avait vu les bacs absents lors de notre promenade. Nous avons tenté de rationaliser, peut-être la grand-mère de nos voisins, atteinte d'Alzheimer, avait-elle remis les bacs dehors en pensant que c'était jeudi. L'explication tenait la route. Pourtant, en ramenant les poubelles,
je n'arrivais pas à chasser ce sentiment étrange. J'avais oublié cet épisode, jusqu'à ce dimanche soir, 30 minutes avant d'écrire ces lignes. Ma colocataire, stressée, m'a rappelé l'affaire. Elle avait consulté la caméra de sécurité installée par les voisins, justement à cause des confusions de leur grand-mère. Ils nous avaient donné le mot de passe. Nous avons revécu le choc, aucune image ne montrait quelqu'un manipuler les bacs ou même sortir de l'immeuble, dans la demi-heure comprise entre notre retour de promenade et le moment où j'étais allé faire la vaisselle. Cela s'est passé il y a 7 ou 8 heures, vers 3 heures de l'après-midi. Mes parents avaient emmené mon petit frère à l'hôpital parce que ma belle-mère ne se sentait pas bien. Du coup, je me suis retrouvé seul à la maison pendant environ 2 heures. À un moment, je me suis assoupi. Quand je me suis réveillé, j'ai entendu des voix juste en bas, à l'extérieur de la fenêtre de l'appartement. C'était celle de ma famille. J'ai reconnu ma belle-mère qui appelait mon petit frère, puis sa voix en train de discuter avec mon père. Même mon petit frère parlait exactement comme d'habitude, avec son intonation si particulière, ce ton unique qu'on ne pourrait pas imiter. J'ai trouvé ça un peu étrange parce qu'habituellement, il rentre par le garage, pas par l'entrée principale. Mais je n'ai pas cherché plus loin, je me suis dit qu'ils avaient peut-être changé d'habitude. Alors j'ai attendu tranquillement qu'ils montent par l'ascenseur. J'ai attendu 10 bonnes minutes, mais personne n'est arrivé. À la fin, intrigué, j'ai décidé d'appeler mon père pour savoir ce qu'il faisait. Et là, sa réponse m'a glacé. Ils étaient toujours sur la route, pas encore rentrés. Autrement dit, ceux que j'avais entendus en bas, ce n'étaient pas eux. Et pourtant, c'était impossible à distinguer. Les voix étaient identiques, les phrases aussi, jusque dans les moindres détails de leurs intonations. C'était eux, sans l'ombre d'un doute. Sauf que ça ne pouvait pas l'être. Je n'ai pas regardé par la fenêtre, je ne sais pas pourquoi. Peut-être une part de moi savait que ce n'était pas une bonne idée. Depuis, je ne cesse de repenser à ce moment. Quelles que soient ces voix, elles ont reproduit à la perfection celle de ma famille, jusqu'au moindre mot familier. C'était en 2019. Je travaillais comme serveuse dans un bar sportif très fréquenté et je partais pour mon service du soir. Le trajet entre ma maison et mon travail durait 1 heure. J'écoutais la radio, je regardais les arbres défiler et j'admirais le paysage d'automne. 15 minutes après avoir pris la route, j'ai remarqué une jeune fille qui marchait sur le bord de l'autoroute. D'après ce que j'ai aperçu, elle semblait être une adolescente. Elle avait de longs cheveux foncés tressés en couette et portait un sac à dos d'un rose fluorescent impossible à ignorer. L'image est restée gravée dans ma mémoire, car j'ai hésité à m'arrêter pour lui proposer de la conduire, puisqu'elle était seule et semblait si jeune. Mais je me suis ravisé, influencé par tous les documentaires criminels que je regarde et qui m'ont appris à me méfier. J'ai donc poursuivi ma route. Environ 30 minutes plus tard, j'arrivais à un grand pont qui marquait pour moi le signe que j'étais presque arrivé, à une dizaine de minutes du travail. Et là, je l'ai revue. La même fille. D'abord, c'est le sac rose qui a attiré mon attention. J'ai immédiatement ralenti pour mieux regarder. C'était bien elle, même cheveux tressés, même sac, même silhouette. Or, depuis la première fois que je l'avais vue, je roulais à près de 130 km/h. Il était absolument impossible qu'elle ait parcouru à pied toute cette distance avant que je ne l'atteigne. J'ai voulu croire que je m'étais trompé, que j'avais imaginé la ressemblance. Mais en arrivant en ville, sur le point de tourner vers mon lieu de travail, j'ai de nouveau aperçu la même silhouette. Le restaurant se trouvait au milieu d'un petit centre commercial, accessible par une route qui se terminait en boucle avant d'atteindre le parking. Et juste à cet endroit, sur le bord de la route circulaire, marchait la même fille, avec les mêmes couettes et le même sac à dos. Je me souviens même encore de ses vêtements. En me garant, j'ai vu que mes collègues étaient tous à l'arrière du bâtiment, à leur endroit habituel pour fumer. Ils avaient vu sur la boucle de la route et pouvaient donc observer ce qui s'y passait. En sortant de ma voiture, j'ai aussitôt demandé s'ils avaient vu la fille. Ils se sont tous tournés en même temps, mais il n'y avait personne.
Elle avait disparu, comme si elle s'était volatilisée. Or, le centre commercial était quasiment désert à cette heure-là, seul notre restaurant était ouvert, les autres commerces étant fermés. Je n'ai pas trouvé où elle aurait pu aller ni comment elle aurait pu me suivre à pied. Ce n'était pas la première fois que je voyais quelqu'un qu'aucun autre témoin ne remarquait, mais c'était la fois la plus récente. Et cette scène continue de me hanter, car je ne trouve aucune explication logique. Toutes celles que j'élabore semblent fades ou insuffisantes face à ce que j'ai réellement vécu. Je travaille comme chef et hier il s'est passé quelque chose d'étrange au restaurant. Pendant le service, nous avons reçu un ticket vraiment bizarre, il y avait en même temps un plat principal et une entrée, puis en dessous encore un plat principal et une entrée. Le ticket avait l'air d'être apparu de nulle part, aucun de nous ne se souvenait quel serveur l'avait déposé. Mon collègue et moi l'avons lu ensemble, nous en avons parlé, nous étions tous les deux d'accord que la commande n'avait rien de normal et je me souviens parfaitement de ce qui était écrit. Nous avons quand même cuisiné les plats, mais lorsque nous avons voulu renvoyer les assiettes, le ticket avait disparu. Il n'était plus accroché au support, comme s'il s'était volatilisé. Nous avons demandé à tous les serveurs si l'un d'eux l'avait retiré mais chacun jurait n'avoir aucune idée de quoi nous parlions et aucun n'avait pris une commande de ce genre. L'autre chef qui travaillait avec nous ce jour-là a confirmé qu'il n'avait jamais vu ce ticket non plus. Pourtant, mon collègue et moi sommes certains de l'avoir eu entre les mains, nous nous rappelons les détails de la commande, nous savons que nous l'avons accroché, et après avoir préparé les plats il n'y avait plus rien. Ce qui est encore plus étrange, c'est que ni moi ni mon collègue n'aurions eu de raison de décrocher le papier, et pourtant il avait disparu sans explication. Cela nous a tellement troublés que nous en avons discuté toute la fin de soirée. Aujourd'hui encore je n'arrête pas d'y penser, parce que c'est comme si la commande n'avait jamais existé alors que nous avons bel et bien cuisiné. Finalement, pour détendre l'ambiance, nous avons commencé à plaisanter en disant que peut-être un client invisible avait voulu manger, un esprit affamé qui aurait passé sa propre commande avant de s'éclipser. Il y a environ une semaine, mon mari a perdu sa liseuse Kindle, celle qu'il utilise chaque soir pour lire. Nous avons cherché partout, ensemble et séparément. Nous avons ouvert les tiroirs, regardé sous les meubles, fouillé chaque recoin possible. Comme il a un TDAH, l'hypothèse qu'il ait pu poser la liseuse dans un endroit illogique a été envisagée. Nous avons donc inspecté aussi les lieux les plus improbables où il aurait pu la déposer après avoir été distrait par une autre tâche. Rien. Nous avons fouillé toute la maison plusieurs fois sans succès. Après 3 jours de recherche, nous avons fini par penser qu'il avait peut-être descendu sa Kindle avec lui en prenant les poubelles, puis qu'il l'avait posée parmi les sacs et qu'elle avait été jetée par erreur. Le lendemain étant le jour de la collecte, cette explication nous a semblé la plus probable. Résigné, il a acheté une nouvelle Kindle, qu'il a placée sur sa table de nuit, là où il pose toujours la précédente pour lire au lit. 5 jours plus tard, dans la soirée, j'ai remarqué l'ancienne Kindle posée à l'extrémité opposée de la table de nuit, à environ 30 cm de la nouvelle. La housse était ouverte et l'écran affichait la couverture du livre en cours. Je me suis dit que mon mari avait dû la retrouver et l'avait simplement posée là. Je n'ai pas relevé immédiatement, trouvant cela logique, car comment la liseuse aurait-elle pu réapparaître d'un seul coup à l'endroit le plus évident que nous avions déjà vérifié maintes fois. Plus tard, lorsque nous étions ensemble dans la chambre, j'ai fait remarquer la présence de l'ancienne Kindle. Je pensais qu'il l'avait retrouvée quelque part. Son visage a alors exprimé une peur mêlée de stupeur. Il m'a dit qu'il ne l'avait absolument pas retrouvée et que, si cela avait été le cas, il s'en serait souvenu tant il avait été contrarié de la perdre. J'ai alors ressenti le même malaise en réalisant que je ne l'avais pas non plus déplacée, je m'étais simplement contenté de remarquer sa présence, quelques heures plus tôt, à cet endroit où elle n'était jamais censée être. Nous avons exploré plusieurs explications possibles. Peut-être un acte lié à son TDAH, mais il affirmait avec certitude que la liseuse était restée sur sa table de nuit, comme toujours, et qu'elle n'avait jamais été dans son sac à dos. Celui-ci avait d'ailleurs déjà été fouillé sans rien trouver, et il n'avait pas servi depuis notre dernier voyage. Nous avons même évoqué l'idée qu'une personne ait pénétré chez nous, mais nos caméras,
notre serrure connectée et le simple bon sens rendaient cette hypothèse invraisemblable. Qui viendrait cambrioler une maison uniquement pour y déposer une Kindle, alors que rien d'autre n'avait disparu? Quelques jours plus tard, en reparlant de l'événement, mon mari a précisé qu'il avait en réalité perdu la liseuse 2 jours avant de m'en avoir parlé, ce qui allonge la chronologie. Il a également tenu à souligner qu'il est particulièrement angoissé par les idées de fantômes ou d'intrus. La maison craque beaucoup et ses bruits l'effraient. L'idée d'un intrus caché, semblable au scénario du film Parasite, l'a traversé, tout comme celle de phénomènes surnaturels. J'ai vécu dans un très petit village en Afrique entre 2016 et 2018, j'avais alors entre 16 et 18 ans. Un jour, durant l'été 2017, ma grand-mère m'avait envoyé acheter quelques courses dans les petites échoppes de rue. J'étais en train d'acheter des œufs quand j'ai entendu des cris, des gens hurlaient comme s'ils se disputaient. En me tournant, j'ai vu qu'une femme d'une 50aine d'années se faisait insulter de l'autre côté de la rue. Des personnes lui jetaient des bâtons et l'accablaient d'injures. Elle paraissait pourtant tout à fait normale, habillée de vêtements colorés comme beaucoup de femmes du village. Je n'ai pas compris ce qui se passait, alors j'ai demandé à la commerçante qui me servait, mais avant de me répondre, elle a murmuré une prière. Puis elle m'a expliqué que cette femme était une sorcière. Quand j'ai reposé mon regard sur elle, la femme se protégeait le visage de ses mains pour éviter les projectiles et elle avançait en se recroquevillant. J'avais l'impression d'assister à une sorte de délire collectif, une scène surréaliste où tout le monde croyait dur comme fer à quelque chose que je ne pouvais pas saisir. Et soudain, sous mes yeux, cette femme a disparu. Elle n'a pas tourné, il n'y avait pas d'échoppe ni de ruelle où elle aurait pu se cacher, la rue était droite et dégagée. En une fraction de seconde, elle n'était plus là. J'ai senti mon estomac se tordre, une peur brute que je n'avais jamais connue. J'étais persuadé d'avoir perdu la tête. Les gens autour de moi ont crié encore plus fort, certains se sont mis à réciter des prières, d'autres s'agitaient comme s'ils avaient vu une confirmation de leur pire croyance. Moi je suis resté figé, incapable de comprendre ce que mes yeux venaient de voir. En rentrant, j'ai raconté toute la scène à ma grand-mère. Sa réponse m'a glacé, elle m'a simplement dit que oui, c'était bien une sorcière, et que tout le monde la connaissait. Comme si c'était une évidence, une chose normale qui ne méritait pas plus d'explications. Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement et tout se passait bien, jusqu'à ce que je découvre que j'allais perdre énormément d'objets. La première chose que j'ai perdue a été mon chargeur d'AirPods. Mes parents m'avaient aidé à m'installer et mon père, qui a un téléphone plus ancien que le mien, avait utilisé mon chargeur. Avant de partir, il l'avait posé sur ma table de salle à manger. Le lendemain matin, je me suis réveillé et il avait disparu. Le jour suivant, j'ai vécu une disparition encore plus étrange. J'ai sorti ma cigarette électronique de mon sac à main, j'en ai tiré une bouffée puis je l'ai remise aussitôt dans mon sac, car je devais aller faire des courses. J'ai baissé les yeux en même temps que je la rangeais et, sous mes yeux, la cartouche a disparu. Elle s'est volatilisée sans le moindre bruit. C'était il y a 4 semaines. Puis, il y a 2 jours, je suis rentré de cours avec ma cigarette électronique à la main, comme toujours. Ma colocataire m'a même vu tenir l'appareil avec d'autres affaires. J'ai posé le tout sur ma commode avant d'aller préparer le déjeuner. Des amis sont venus chercher les choses que j'avais rapportées pour eux, et qui se trouvaient avec ma cigarette électronique. Quand je suis retourné dans ma chambre, l'appareil n'était plus là. Le plus troublant est que les disparitions se produisent toutes dans le même endroit, l'espace situé entre mon lit, ma commode et ma table de nuit, là où repose également mon tapis. Mes cartouches et ma cigarette électronique s'y sont toutes volatilisées. J'ai tout inspecté. J'ai démonté mon lit, ma commode et même mon placard. J'ai vérifié la grille d'aération du mur, cherché d'éventuelles fissures dans le sol et dans les meubles. Rien. Je sais que je dois continuer à fouiller, mais perdre 3 objets en moins d'1 mois dans les mêmes conditions me pousse à croire qu'il existe un portail juste à côté de mon lit. Aujourd'hui, j'ai reçu mon surmatelas et mon cache-sommier, et j'ai du linge à laver. Je prévois une dernière fouille minutieuse de ma chambre. Si je ne retrouve rien,
je serais définitivement convaincu de cette idée. J'ai 27 ans et j'étais en train de mettre mon fils au lit. J'étais allongé près de lui, juste pour l'aider à se calmer, et je suis sûr de ne pas m'être endormi. Tout est arrivé en une fraction de seconde. J'ai d'abord entendu un sifflement aigu dans mes oreilles puis une vision s'est imposée à moi, brutale et très nette. Devant moi se tenaient des silhouettes humaines, mais sans visage, sans yeux, avec une police comme de l'argile animée. Malgré leur apparence étrange, je savais qu'il s'agissait d'êtres humains. Dans cette scène, il y avait une panique générale, comme si un événement énorme avait éclaté et attirait toute l'attention dans les médias. Les gens autour de moi semblaient affolés, pris dans un mouvement collectif. Au milieu de ce chaos, j'ai eu l'impression de détourner le regard et de voir derrière cette façade. Ce que j'ai aperçu est presque impossible à décrire, un espace gris, oppressant, où se trouvaient des sortes de machines irréelles, comme des ordinateurs dessinés dans un style artificiel, presque enfantin. Et là, j'ai su immédiatement qu'il s'agissait de l'intelligence artificielle. Sans même réfléchir, j'ai prononcé à voix haute, « Ils sont en train de nous dresser les uns contre les autres. » Dans ma tête, je continuais cette pensée, convaincu que c'était de cette manière qu'ils cherchaient à prendre le contrôle. Depuis cette expérience, je ne suis plus la même. Je ressens une lourde fatigue, des maux de tête constants, et par moments une impression de méfiance permanente, presque comme si j'étais épié. Ce n'était pas un rêve ordinaire, la sensation était trop réelle, trop imposée pour n'être qu'une invention de mon esprit. L'étrangeté la plus incroyable vient de se produire et mon mari et moi sommes d'accord, la seule explication possible est le bug le plus improbable de la matrice. J'ai 3 chiens et un joli jardin clôturé. Chaque semaine, je paie un service qui vient ramasser les excréments, ce qui m'évite d'avoir à m'en occuper. Ils passent tous les vendredis et m'envoient toujours un message à leur arrivée puis à leur départ, afin que je garde les chiens à l'intérieur. Comme je travaille à domicile, je suis toujours présente à ce moment-là et j'ai pris l'habitude de reconnaître le bruit régulier du ramassage, qui me signale leur présence, même si je ne consulte pas immédiatement les messages. Ce jour-là, tout semblait normal. J'étais installé dans le salon, d'où j'ai une vue dégagée sur le jardin par la grande baille vitrée attenante à la cuisine. J'ai reçu le message habituel et, comme l'un de mes chiens est encore un chiot, j'étais particulièrement attentive au timing. Nous gérons en ce moment de nombreux accidents liés à la propreté, alors je faisais doublement attention. Quelques minutes après le message, je n'entendais toujours pas le bruit du ramassage. Intrigué, je me suis levé et j'ai regardé par la porte vitrée et la fenêtre. Personne dans le jardin. Pourtant, d'ordinaire, le travail prend environ 20 minutes tant ils sont méticuleux, et là il s'était écoulé à peine 5 minutes. C'était étrange. Je suis donc allé voir devant la maison. Leur camion est impossible à manquer, peint en bleu vif et en vert, avec le nom de l'entreprise écrit dessus. Il était bien là, garé comme prévu, mais personne ne se trouvait à l'intérieur. À ce moment précis, le chiot a eu un accident. Je l'ai pris dans mes bras et je suis sorti devant la maison pour le laisser renifler. Cela m'a permis d'observer encore mieux le camion. Aucun signe de l'employé, ni dans le véhicule ni dans les environs. J'ai commencé à m'inquiéter qu'il lui soit arrivé quelque chose sur le chemin entre le camion et le jardin, alors j'ai contourné la maison pour vérifier l'accès qu'il utilise d'habitude. Rien. Je suis rentré avec le chiot et j'ai consulté les caméras installées sur le côté de la maison et dans le jardin, celles qui me servent à surveiller mes chiens. Toujours aucune trace de quelqu'un. À ce stade, j'ai conclu qu'il s'agissait simplement d'un employé négligent. Je me suis dit qu'il avait dû partir se balader au lieu de travailler. Je ne pouvais pas vraiment lui en vouloir, mais j'étais prête à prévenir poliment l'entreprise. 20 minutes après le premier message, j'ai reçu la notification habituelle annonçant que le travail était terminé. Pourtant, j'étais absolument certaine que personne n'était entré dans le jardin. J'ai regardé de nouveau, le camion avait disparu. Ma conviction était faite, un adolescent paresseux, payé au salaire minimum, avait trouvé le moyen de contourner la tâche. J'ai rassemblé mes 3 chiens et je suis sorti vérifier.
Comme le chiot me pousse à passer beaucoup de temps dehors depuis une semaine, je connaissais précisément l'emplacement de toutes les crottes. Et tout avait été parfaitement nettoyé. J'en suis resté bouche bée. Je suis rentré et j'ai raconté la scène à mon mari. Nous avons éclaté de rire tous les deux, incapables de comprendre ce qui avait pu se passer. Devions-nous croire à un employé équipé d'une cape d'invisibilité, à un ninja discret, ou à un glissement temporel? L'explication la plus simple restait pour nous celle d'un bug étrange de la matrice. Juste avant de monter me coucher, j'étais en train d'éteindre les lumières du rez-de-chaussée quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange, un ballon bleu posé au milieu du salon. Je me suis figé quelques secondes, surpris, parce que tout me paraissait parfaitement clair, le ballon était bien là, gonflé, posé sur le sol. J'ai terminé d'éteindre les interrupteurs puis j'ai allumé la lampe de mon téléphone pour le ramasser, mais quand j'ai dirigé la lumière vers l'endroit précis où il se trouvait, il n'y avait plus rien. Ma femme et moi n'avons pas d'enfants et je n'avais aucune raison de trouver un ballon dans la maison. Le seul détail qui me semblait pouvoir expliquer cette apparition, c'est qu'un mois plus tôt j'avais acheté des ballons pour son anniversaire. Mais ils étaient jaunes, et je les avais tous jetés dès le lendemain de la fête. Je suis resté là, dans le noir, à balayer la pièce avec la lampe comme si le ballon allait réapparaître, mais le sol était nu. L'image du ballon bleu me hantait, parce que je sais que je l'ai vu et que j'ai eu le temps de le distinguer clairement avant de tout éteindre. Je voyage beaucoup à travers le pays, d'une côte à l'autre, de la côte ouest jusqu'au Midwest. Je prends toujours le même itinéraire et je m'arrête aux mêmes endroits. Cela fait un peu plus de 10 ans que je le fais. Je pars habituellement à 10 heures du matin depuis la côte ouest et j'arrive le 3e jour en fin d'après-midi, entre 5 et 7 heures environ. Lors d'un voyage d'ouest en est, il me restait encore une journée et demie de route avant d'atteindre ma destination. Je me suis arrêté à ma station-service habituelle pour faire le plein et passer un appel afin de prévenir que j'étais dans les temps. Je suis remonté dans mon véhicule et j'ai repris l'autoroute. Quelques minutes plus tard, j'ai vu un panneau indiquant le nom de ma destination. Ma première pensée a été de me demander comment il était possible d'avoir fait ce trajet autant de fois sans jamais remarquer qu'il existait une autre ville portant le même nom que la mienne. En continuant à rouler, j'ai aperçu des sorties pour une ville à venir. C'était bien ma ville. Pourtant, nous n'étions que le 2e jour d'un trajet qui en prend normalement 3. J'avais gagné plus de 24 heures. Quand je suis arrivé à destination, mes amis étaient stupéfaits. Je n'avais aucune perte de mémoire. Les téléphones confirmaient que j'avais bien passé un appel depuis le Nebraska, 40 minutes seulement avant mon arrivée. Le téléphone de mon ami corroborait aussi cette information. Selon les calculs, il aurait fallu que je roule à plus de 300 miles par heure sans m'arrêter, ce qui était évidemment impossible. Depuis, j'ai cherché des explications pendant des années. Tout ce que j'ai trouvé concerne des personnes qui manquent ou perdent du temps, mais jamais de cas où l'on en gagne. Même les intelligences artificielles n'ont pas pu me fournir de réponse. Cela m'est arrivé une seconde fois, quelques mois plus tard, lors d'un voyage en sens inverse, des temps ouest. Il y a une pancarte qui me rappelle à chaque fois qu'il ne me reste plus que 2 heures et demie avant la fin du trajet. Ce jour-là, je l'ai vue, puis à peine 5 minutes plus tard, j'entrais dans la ville. Là encore, aucune perte de mémoire et aucune explication logique. Depuis, cela ne s'est jamais reproduit, alors que j'ai effectué ce trajet une centaine de fois au moins. Ces événements ne sont pas les seules choses illogiques, improbables ou impossibles que j'ai pu observer. J'espère simplement que quelqu'un a déjà entendu parler d'une expérience semblable. Toute piste ou réflexion serait la bienvenue. Quand j'avais 18 ans, je vivais chez ma sœur et son copain. J'occupais une chambre aménagée illégalement dans le sous-sol, une petite pièce sans fenêtre, juste 4 murs fermés, mais c'était la seule solution qu'on avait trouvée. À cette époque, j'avais un mode de vie très désordonné, je mangeais mal, je grignotais sans arrêt et mon sol était couvert de papier et d'emballage. Comme j'avais honte, je gardais toujours ma porte fermée à clé pour que personne ne voie l'état de la chambre.
Un soir, je suis rentré après avoir passé la nuit avec des amis. La maison était vide pour le week-end, j'étais seul. Je me suis enfermé dans ma chambre et je me suis couché. Rien de particulier jusque-là. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par ma sœur qui venait de rentrer. Elle a ouvert ma porte et m'a appelé. Le détail qui m'a immédiatement troublé, c'est que j'étais certain d'avoir verrouillé la porte de l'intérieur la veille. Pourtant, elle est entrée comme si de rien n'était. Elle a allumé la lumière et, en voyant le sol encombré, elle a ri en se moquant de moi. Mais son expression a changé brusquement en regardant au pied de mon lit. Il y avait là un canard, bien vivant, qui me fixait tranquillement. Au début, elle a éclaté de rire, persuadée que j'avais fait une bêtise la veille, que j'étais rentré ivre et que j'avais ramené un animal. Mais je n'avais rien bu et je n'avais aucune explication. Comment un canard aurait pu apparaître dans une pièce sans fenêtre, avec une porte verrouillée de l'intérieur? Nous avons fini par l'attraper et le remettre dehors. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce souvenir est resté gravé. 12 ans plus tard, ma sœur s'en rappelle encore avec la même précision et elle jure que c'est arrivé exactement comme je le décris. Quant à moi, j'ai longtemps pensé que j'avais inventé ce souvenir ou que ma mémoire m'avait trompé, mais non, ce canard avait bel et bien existé, et je n'ai jamais trouvé la moindre explication logique à sa présence dans cette chambre close. Je ne sais pas s'il existe déjà des discussions à propos de ce phénomène, mais c'est un sujet dont j'ai parlé à plusieurs reprises avec mon mari. Nous sommes tous les deux d'accord pour dire qu'au fil des années, nous avons rencontré des personnes étranges, au point d'avoir l'impression qu'elles n'étaient pas vraiment réelles. Voici les caractéristiques principales de ces rencontres avec ces personnes qui n'existent pas. Elles apparaissent de façon soudaine. Par exemple, on ne les voit jamais entrer par une porte ou arriver par un couloir, elles sont simplement là, assises à côté de nous ou debout devant nous comme si elles avaient toujours été présentes. Elles semblent toujours avoir une raison précise de nous adresser la parole à ce moment-là. Et ce qu'elles disent est souvent troublant, des paroles étrangement justes, en lien direct avec notre situation personnelle, comme si elles savaient exactement ce que nous traversions. Elles sont toujours seules. Quand elles ont dit ce qu'elles avaient à dire, parfois même en nous donnant un objet, en nous rendant un service ou en nous aidant d'une manière ou d'une autre, elles disparaissent. On ne les voit jamais partir, elles ne s'éloignent pas, elles cessent simplement d'être là. Ce qui est encore plus troublant, c'est que les autres autour de nous peuvent aussi les voir, mais ne semblent jamais remarquer leur apparition soudaine ni leur disparition. Pour eux, tout paraît normal. Quand ces personnes donnent des détails précis sur elles-mêmes, des informations qui devraient permettre de retrouver leurs traces, un nom, un métier, un lieu, il n'y a rien. Aucune mention sur Internet, pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Et quand nous sommes allés dans les endroits où elles disaient travailler, ces lieux semblaient avoir été abandonnés depuis des années, comme si rien n'y existait plus. Avec mon mari, nous avons vécu ce type de rencontre à plusieurs reprises, souvent dans des moments importants de notre vie, comme lors de nos fiançailles. Il y a aussi eu des amis dont le passé n'était jamais très clair. Ils n'avaient pas de famille identifiable, personne que nous puissions rencontrer. Et un jour, sans prévenir, ils ont disparu. Après avoir longuement cherché à savoir ce qu'ils étaient devenus, nous n'avons trouvé aucune piste. Même les noms de leurs proches qu'ils avaient mentionnés ne donnaient rien. Bien sûr, on pense d'abord qu'ils ont simplement déménagé, changé de travail, repris des études, quitté le pays, voire qu'ils sont morts. Mais ce qui est troublant, c'est que les autres personnes qui les connaissaient sont aussi perplexes que nous, incapables d'expliquer leur disparition. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. À l'époque, je roulais dans une vieille Honda Civic cabossée, le genre de voiture qui donnait plus de soucis qu'elle n'en valait la peine. Ce soir-là, je partais rejoindre des amis pour camper sous la pleine lune. Pour gagner du temps, j'ai pris un raccourci, une route étroite à deux voies qui serpentait dans les montagnes de Shenandoah et reliait deux autoroutes. J'avais l'habitude de l'emprunter, je connaissais ses virages, ses montées, ses descentes. À mi-chemin se trouve Mount Weather, un endroit qui nourrit toutes sortes de rumeurs et de théories, mais à ce moment-là ça n'avait rien à voir avec ce que j'allais vivre. Il venait de pleuvoir et la brume s'était installée,
si dense que je ne voyais pas à plus d'1 mètre devant moi. Le soleil commençait à disparaître derrière les montagnes et la route était sombre et glissante. J'ai pris un virage en descente un peu trop vite, mes pneus usés n'ont pas accroché et j'ai perdu le contrôle. J'ai eu le réflexe d'essayer de corriger, mais au lieu de redresser la voiture, j'ai fait un tête-à-queue complet. Je me suis retrouvé arrêté dans le sens inverse, sur la voie opposée, dans un petit renfoncement recouvert de gravier. L'endroit était juste assez large pour contenir ma voiture et m'éviter de finir dans le ravin ou contre un véhicule venant en face. Je n'arrivais pas à comprendre comment j'avais pu m'arrêter pile à cet endroit. Pas une rayure, pas un choc, seulement quelques branches et feuilles coincées sous le pare-choc. Après quelques minutes à reprendre mon souffle, j'ai redémarré et continué ma route, encore tremblant mais indemne. Pourtant le plus étrange ne s'est pas joué ce soir-là, mais après. Les semaines suivantes, puis les mois, j'ai repris cette route des dizaines de fois. Je savais exactement quel virage était celui de mon accident, je ralentissais chaque fois, je scrutais les abords de la chaussée. Mais jamais je n'ai revu ce renfoncement de gravier. Là où j'étais persuadé de m'être arrêté, il n'y avait rien d'autre que le bitume et la pente abrupte. Logiquement, je me dis que j'ai eu de la chance, que sous la panique j'ai mal mémorisé l'endroit. Mais une part de moi reste convaincue que quelque chose d'autre s'est produit, que j'ai échappé à une issue fatale comme si une main invisible avait placé ce refuge au moment exact où j'en avais eu besoin. Et parfois je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'ailleurs, dans une autre version de cette route, je n'ai pas survécu. Il y a quelque temps, mon copain et moi avons passé une soirée d'été vraiment douce sur le porche de la maison de mes parents. Il y a là-bas une vue incroyable qui s'ouvre à 180 degrés sur la ville et le port. Nous étions assis sur le canapé, face au coucher de soleil, et tout baignait dans cette lumière orange magnifique. Nous avons fini par rester plus de 2 heures à observer les nuages, un de nos passe-temps préférés ensemble. Avec lui, c'est toujours magique parce qu'on se prend au jeu et on voit tellement de choses. Ce soir-là, les formes s'enchaînaient, des lapins, des crocodiles, des dinosaures, des dragons, des voitures, même la tour Eiffel. Chaque nouvelle image apparaissait comme un tableau vivant, et on avait l'impression de voyager à travers toute l'histoire du monde rien qu'en levant les yeux. L'ambiance était presque spirituelle, comme si on touchait à quelque chose de plus grand que nous, et je ressentais une sorte d'euphorie douce et partagée. Et puis il s'est produit quelque chose qui nous a laissés sans voix. Dans le ciel, au milieu des nuages, une forme s'est dessinée très clairement, c'était nous. Nous pouvions nous voir, assis sur ce même canapé, exactement comme nous l'étions en train de le faire à ce moment-là. On s'est regardé pour être sûr qu'on voyait la même chose, et oui, on l'avait tous les deux remarqué. C'était à la fois fascinant et un peu effrayant. Comme si le ciel nous renvoyait notre propre reflet, une image vivante au-dessus de nous. Je ne fume pas, je n'avais rien bu, et pourtant ce souvenir reste gravé comme une expérience unique, à la frontière entre le rêve et la réalité. Hier avait commencé comme une journée tout à fait banale. Réveil difficile, heure de travail interminable, puis retour à la maison pour reprendre ma petite routine. J'ai lancé une machine à laver, préparé rapidement de quoi manger et je me suis installé devant la télé, à moitié concentré sur un programme en grignotant et en jetant un œil aux résultats sur mon téléphone. Rien de spécial, rien qui sortait de l'ordinaire. Puis soudain, les lumières ont vacillé et tout s'est éteint. Un noir complet qui a duré environ 1 minute. Quand l'électricité est revenue, ma télévision n'affichait plus la chaîne que je regardais mais une station locale que je ne connaissais même pas. À l'écran, un animateur que je n'avais jamais vu, installé derrière une table recouverte de cônes de signalisation orange. Il parlait avec une intensité surprenante, défendant l'idée que les cônes de circulation étaient l'élément le plus sous-estimé de l'urbanisme moderne. Il n'y avait pas de décor élaboré, pas d'appel de spectateurs, aucune animation graphique. Juste cet homme en train de disserter avec passion, manipulant ces cônes comme s'il s'agissait d'objets sacrés. J'étais fasciné malgré moi. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai continué à regarder, incapable de décrocher. Quand j'ai finalement repris conscience du temps qui passait, ma lessive avait séché en boule dans la machine,
mon assiette était froide, et j'avais perdu près d'une heure à écouter ce monologue absurde sur l'importance des cônes de circulation. La soirée avait complètement basculé à cause de cette coupure de courant. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui me laisse complètement perplexe. J'attendais un livreur et, comme j'étais impatient, je ne cessais de jeter des coups d'œil par la fenêtre, écartant légèrement les stores toutes les 2 minutes pour vérifier s'il était arrivé. C'est à ce moment-là que j'ai vu ma voisine sortir de chez elle. Elle était habillée en tenue de travail, tailleur soigné, grand sac à l'épaule et gobelet de café à la main. Elle a salué un autre voisin qui fumait devant chez lui puis elle est montée dans sa voiture et est partie. J'étais certain de ce que j'avais vu, je suivais chacun de ses pas en attendant mon colis. Le voisin a terminé sa cigarette et est rentré chez lui, la rue était redevenue calme, vide. 1 minute ou 2 plus tard, la porte de la maison de ma voisine s'est rouverte. J'ai cru d'abord que c'était quelqu'un d'autre, mais non, c'était encore elle. Même visage, impossible de me tromper. Mais cette fois, elle avait les cheveux attachés en queue de cheval, une tenue de sport et un vélo à la main. Elle est sortie tranquillement et a pédalé comme si de rien n'était. Il n'existe aucun moyen logique pour expliquer ça. Elle n'a pas de sœur jumelle, je le sais. Sa voiture n'était pas revenue sur l'allée et je n'ai vu personne rentrer dans sa maison. Pourtant je suis resté collé à la fenêtre, j'aurais remarqué la moindre entrée ou le moindre mouvement. Je l'ai donc vu partir en tenue professionnelle avec sa voiture, et quelques minutes plus tard ressortir de la même maison en tenue de sport, sur un vélo. Je ne comprends pas comment c'est possible, et plus j'y pense, plus cette scène me donne une impression d'irréalité, comme si, l'espace de quelques minutes, 2 versions de ma voisine s'étaient croisées dans le même monde. Ce matin, je me suis arrêté dans une petite supérette avant d'aller travailler. Devant moi à la caisse, un homme a acheté une bouteille d'eau et un paquet de chips. Rien de remarquable, une scène banale. Mais ce soir, en rentrant chez moi, j'ai décidé de passer dans une autre supérette, de l'autre côté de la ville cette fois. Et là, exactement la même scène s'est répétée, le même homme, devant moi, en train d'acheter la même bouteille d'eau et le même paquet de chips. Il n'a pas semblé me remarquer, mais moi je suis resté figé quelques secondes, complètement troublé. Ce n'était pas juste une ressemblance, c'était lui, j'en suis certain. Et il faisait le même achat, comme une copie parfaite de ce que j'avais déjà vu le matin. Je n'arrête pas de me demander quelles sont les chances qu'une telle coïncidence se produise. Rencontrer 2 fois la même personne, le même jour, à 2 endroits différents, au moment précis où elle achète les mêmes choses. Ça dépasse la simple probabilité et ça me laisse une drôle d'impression, comme si j'avais assisté à une répétition, une boucle dans la journée, un détail qui s'était rejoué sans explication. Ça s'est passé un soir chez des amis. On avait décidé de se retrouver pour une soirée jeu de société. Rien de spécial, juste une soirée comme on en faisait souvent. L'appart était au 2e étage, on avait poussé la table au milieu du salon, les boîtes de jeux étaient éparpillées partout. L'ambiance était bonne, ça rigolait, ça parlait fort. Moi je jouais avec eux mais à un moment j'ai eu envie d'une clope. Je me suis levé, j'ai ouvert la fenêtre et je me suis appuyé sur le rebord. J'ai allumé ma cigarette, et je suis resté là un moment à regarder dehors. Derrière moi j'entendais les rires, les chamailleries, et les éclats de voix. J'étais bien, j'avais cette impression familière d'être entouré et en même temps un peu en retrait, dans mon coin. J'étais appuyé normalement, je tirais sur ma clope, et soudain il n'y avait plus rien sous mes bras. Comme si le rebord n'avait jamais existé. J'ai basculé sans pouvoir me retenir. J'ai senti l'air qui me coupait la respiration, j'ai eu à peine le temps de comprendre que j'étais en train de tomber. Le choc en bas a été brutal. J'ai roulé sur le côté, j'avais mal partout, les jambes, les côtes, les bras. Mais pas de fracture. Juste la douleur sourde et ce vertige qui restait dans ma tête. Les autres sont descendus en courant, affolés. Ils m'ont entouré, ils criaient mon prénom, certains étaient au bord des larmes. Ils ont appelé une ambulance. Moi j'essayais d'expliquer,
de dire que le rebord avait disparu sous mes mains, que j'avais senti le vide. Mais plus je parlais, plus leur regard changeait. Au début c'était de l'inquiétude, et puis c'est devenu du doute. Ils se sont échangés des regards comme si j'étais fou. Ils m'ont dit que j'avais dû trop boire. Mais j'avais pas bu, pas une seule goutte. J'ai juré que c'était vrai. Ça ne servait à rien. Ils ne voulaient pas me croire. Après ça, j'ai essayé de ranger ça dans un coin de ma tête. De me dire que j'avais peut-être imaginé, que c'était juste un moment de fatigue, un accident. Mais quelques semaines plus tard, c'est revenu. J'étais seul cette fois. Je marchais dans un parc près de chez moi. Il y a un petit pont en bois qui traverse un ruisseau. Je l'ai pris comme d'habitude. Et d'un coup j'ai senti que le sol n'était plus là. Pas une planche qui craque, pas un trou visible. Juste un instant j'étais debout, l'instant d'après j'étais dans l'eau glacée en dessous. J'ai eu le souffle coupé, je me suis débattu pour remonter, et je me suis retrouvé sur la rive, trempé, les dents qui claquaient, incapable d'expliquer ce qui venait de se passer. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un accident. Ça ne pouvait pas être 2 fois le hasard. Quelque chose cloche. J'ai commencé à douter de tout. De moi d'abord, de ma santé mentale. Est-ce que je devenais fou? Est-ce que c'était mon cerveau qui effaçait des morceaux du réel? Puis j'ai commencé à me dire que c'était peut-être le monde autour de moi qui se fissurait. Comme si la réalité avait des trous, des failles. Comme si, parfois, ce qu'on croit solide disparaissait sans prévenir. Je marche avec cette peur de sentir encore une fois le sol s'effacer sous mes pieds. Je fais attention partout. Quand je traverse la rue, quand je monte des escaliers, quand je suis sur un trottoir. Je me demande toujours si la prochaine marche ou le prochain pas va encore disparaître. Ça ne m'est plus arrivé depuis quelques mois. Mais je vis avec l'angoisse que ça recommence. J'ai peur que la prochaine fois je tombe de trop haut, ou dans un endroit d'où je ne pourrai pas ressortir. Je me dis que peut-être un jour ce sera ma fin. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose essayait de m'effacer, comme si la simulation voulait se débarrasser de moi. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.